Mes parents ont refusé de s'occuper de mes plus jeunes enfants pendant que je veillais sur ma fille aînée, atteinte de leucémie, à l'hôpital. J'ai appelé mon ex-mari en désespoir de cause. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de quelqu'un pour les garder. Mais il m'a répondu, tu n'es qu'une femme délirante. Débrouille-toi toute seule. Lorsque j'ai supplié ma mère, elle a fait le geste de me gifler à travers l'appel vidéo. Arrête de faire l'assister, a-t-elle lancé. Mon père a ajouté, certains parents échouent tout simplement dans tout ce qu'ils font. Ma sœur, qui était présente, a ri, peut-être que maintenant tu apprendras ce qu'est la vraie lutte. 1 mois plus tard, mon enfant est décédé de la leucémie. J'ai failli m'ôter la vie, submergée par un chagrin et un épuisement insupportable. Mais j'ai décidé de vivre pour mes 2 enfants restants qui avaient encore besoin de leur mère. Durant cette période, mon ex-mari s'est présenté à l'hôpital et m'a frappé. C'est de ta faute, à cause de tes mauvais gènes, m'a-t-il dit. 1 semaine plus tard, après les funérailles, j'ai entendu frapper à la porte. Mais revenons en arrière. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Ma fille aînée, Mia, était allongée dans le lit, ses cheveux au beurre autrefois vibrants couvrant à peine son cuir chevelu pâle. La chimio avait pris tout ce qu'il y avait de beau sur son visage de 13 ans pour le remplacer par des ombres et de l'épuisement. Je tenais sa main tandis que les machines bipayaient en leur rythme monotone, égrenant des secondes que je voulais désespérément étirer en heures. Mon téléphone a vibré pour la 15e fois ce matin-là. C'était l'école au sujet de mes 2 plus jeunes, demandant quand quelqu'un viendrait les chercher. Les jumeaux de 7 ans, Ruby et Caleb, ne comprenaient pas pourquoi leur grande sœur vivait à l'hôpital depuis 3 semaines. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais plus rentrer à la maison. Pourquoi je dormais sur cette chaise inconfortable nuit après nuit. Pourquoi leur monde avait basculé si dramatiquement. Je suis sortie dans le couloir pour passer l'appel que je redoutais. Mon ex-mari, Tyler, a répondu à la 4e sonnerie, sa voix déjà irritée avant même que je ne parle. Quoi encore, Nathalie? Tyler, j'ai besoin d'aide. L'école n'arrête pas d'appeler et je ne peux pas quitter Mia pour l'instant. Les médecins font d'autres tests cet après-midi et elle est terrifiée. Pourrais-tu s'il te plaît aller chercher les jumeaux et les garder quelques jours? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Quand il a finalement parlé, ses mots étaient tranchants et froids. Tu es incroyable. C'est exactement pour ça que notre mariage a échoué. Tu crées des problèmes et tu t'attends à ce que les autres les règlent. Ma gorge s'est serrée. Notre fille se bat pour sa vie. Il ne s'agit plus de nous. Ma fille est en parfaite santé, merci de demander. Ruby et Caleb vont bien aussi. La situation de Mia est malheureuse, mais ça ne veut pas dire que je vais tout laisser tomber pour nettoyer ton désordre. Tyler, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu n'es qu'une femme délirante. Débrouille-toi toute seule. La ligne a coupé. Je suis restée debout dans ce couloir éclairé au néon, fixant mon téléphone comme s'il pouvait soudainement offrir une réalité différente. Des infirmières passaient, leurs chaussures couinant sur le linoléum. L'alarme d'une machine sonnait plus loin. La vie continuait d'avancer alors que la mienne s'effondrait. J'ai appelé ma mère ensuite, espérant que les liens familiaux seraient plus forts qu'un mariage raté. Elle a répondu par appel vidéo, et je pouvais la voir assise dans son salon immaculé, celui où nous avions passé d'innombrables fêtes à faire semblant d'être une famille fonctionnelle. Maman, je dois te demander quelque chose d'important. Son visage a affiché de l'agacement avant même que je finisse ma phrase. Si c'est pour garder ses enfants encore une fois, la réponse est non. Ton père et moi avons des projets cette semaine. Mia va plus mal. Les médecins parlent d'un traitement plus agressif. Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois, et Tyler refuse d'aider. S'il te plaît, juste pour quelques jours, le temps que je trouve une solution. L'expression de ma mère s'est durcie en quelque chose que j'avais vu tout au long de mon enfance, mais que je n'avais jamais tout à fait reconnu jusqu'à ce moment. Du pur mépris. Nathalie, tu as fait tes choix. Tu as eu 3 enfants que tu ne peux manifestement pas gérer. Arrête de faire l'assister. Les mots ont frappé plus fort qu'aucun coup physique n'aurait pu le faire. Derrière elle, je pouvais voir mon père approcher et ma sœur,
Brooke, s'installer sur le canapé avec un verre de vin. Papa, s'il te plaît, j'ai essayé une dernière fois, la voix brisée. Mia n'a peut-être plus beaucoup de temps. J'ai juste besoin de quelqu'un, moi aussi. La main de ma mère a volé vers la caméra, et même à travers l'écran, le geste de la gifle était clair. Elle n'avait pas touché, mais l'intention était cristalline. Mon père s'est penché dans le cadre, le visage tordu par le dégoût. Certains parents échouent tout simplement dans tout ce qu'ils font. Tu le prouves de manière spectaculaire. Le rire de Brooke a résonné par le haut-parleur, aigu et moqueur. Peut-être que maintenant tu apprendras ce qu'est la vraie lutte. Bienvenue dans l'âge adulte, grande sœur. Ils ont mis fin à l'appel. Je suis restée là, tenant mon téléphone, regardant mon reflet dans l'écran noir, me demandant qui était cette femme aux yeux cernés et comment elle en était arrivée là. Le mois suivant s'est dissous dans un cauchemar sans frontières claires entre les jours. L'état de Mia s'est détérioré rapidement malgré la chimiothérapie intensive. Une enseignante de l'école de Ruby et Caleb a proposé de les garder temporairement, une gentillesse de la part d'une étrangère qui m'a brisé davantage. Ma fille avait besoin de moi, mais mes autres enfants aussi, et je les laissais tous tomber simultanément. Mia est morte un mardi matin à 6h47. Le soleil commençait tout juste à se lever, peignant la fenêtre de l'hôpital d'une douce lumière orange qui semblait obscène dans sa beauté. Elle était inconsciente depuis 2 jours, sa petite main inerte dans la mienne. Lorsque le moniteur cardiaque est devenu plat, le son m'a semblé plus calme que ce à quoi je m'attendais. Moins dramatique, juste une longue tonalité continue qui signifiait que tout était fini. Les infirmières ont été gentilles. Elles m'ont laissé du temps seul avec son corps, bien que je ne sois pas sûre de la durée pendant laquelle je suis restée assise là. Des heures, peut-être. Le temps avait perdu tout sens. Finalement, quelqu'un est venu l'emmener, et j'ai dû lâcher sa main pour la dernière fois. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard, me souvenant à peine du trajet. L'enseignante a ramené Ruby et Caleb cet après-midi-là. Ils ont posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, leurs jeunes visages se chiffonnant quand je leur ai dit que leur sœur était partie. Comment explique-t-on la mort à des enfants de 7 ans? Comment les aide-t-on à faire leur deuil quand on se noie soi-même? L'appartement semblait plus vide qu'il n'aurait dû l'être. La chambre de Mia était restée intacte, ses fournitures d'art éparpillées sur le bureau, ses livres empilés près du lit. J'ai fermé la porte et je n'ai pas pu la rouvrir. Cette nuit-là, après avoir enfin réussi à endormir les jumeaux, je me suis assise dans la salle de bain avec un flacon de somnifère qu'on m'avait prescrit des mois auparavant pour l'insomnie. L'épuisement était devenu physique, un poids pressant sur ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Le chagrin semblait insurmontable. J'ai compté les pilules, me demandant si quelqu'un remarquerait vraiment si je disparaissais simplement. Ruby a appelé depuis sa chambre. « Maman, tu peux venir ? J'ai peur. » Sa petite voix a traversé le brouillard. J'ai regardé les pilules dans ma main, puis la porte de la salle de bain. Ma fille avait besoin de moi. Mes 2 filles avaient eu besoin de moi. Caleb avait besoin de moi. Ils avaient déjà perdu leur sœur. Je ne pouvais pas les laisser perdre leur mère aussi. J'ai jeté les pilules dans les toilettes, j'ai tiré la chasse et je suis allée dans la chambre de Ruby. Elle pleurait, serrant l'éléphant en peluche que Mia lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Je suis montée dans le lit avec elle, la serrant contre moi, la laissant tremper ma chemise de ses larmes. Caleb nous a entendus et est venu aussi, rampant sous les couvertures de l'autre côté. Nous sommes restés ainsi toute la nuit, tous les 3 accrochés les uns aux autres comme les survivants d'un naufrage. L'organisation des funérailles est devenue mon point de mire, me donnant quelque chose de concret à faire avec ces émotions débordantes. J'ai choisi un petit cercueil, blanc avec des roses roses. J'ai sélectionné des photos pour la cérémonie. J'ai écrit une nécrologie qui ne s'approchait même pas de la description de qui Mia avait été. Tyler s'est présenté au funérarium pendant la visite. Je me tenais près du cercueil, une main posée sur le bois froid, quand j'ai entendu ses pas derrière moi. Je me suis retournée, m'attendant peut-être à une reconnaissance de notre perte commune, une reconnaissance que nous avions créé cette belle fille ensemble. Son poing a heurté ma mâchoire avant même que je puisse réaliser qu'il avait bougé.
La douleur a explosé sur mon visage alors que je trébuchais en arrière, me rattrapant sur une chaise. Ma vision s'est brouillée d'étoiles et de confusion. C'est de ta faute, a-t-il grogné, se tenant au-dessus de moi pendant que je touchais ma lèvre en sang. De mauvais gènes. Ta famille a des antécédents de cancer, et tu ne m'as jamais dit que tu lui avais transmis ça. Le sang remplissait ma bouche. Je sentais le goût du cuivre et du sel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la génétique, Tyler. Le médecin a dit. Je me fous de ce que le médecin a dit. Ma famille est en bonne santé. Ça vient de toi. Il s'est retourné et est sorti, me laissant effondrer sur le sol du funérarium avec le corps de ma fille à 3 mètres de là. Le directeur des pompes funèbres, un homme âgé nommé Monsieur Petan, s'est précipité immédiatement. Il m'a aidé à me relever, à apporter de la glace et des mouchoirs, son visage mêlant choc et préoccupation professionnelle. Madame, j'ai été témoin de cette agression. Je peux appeler la police tout de suite si vous souhaitez porter plainte. Une partie de moi voulait dire oui, pour que Tyler affronte les conséquences de sa violence. Mais j'étais si épuisée, si complètement vidée, que la pensée de rapport de police et de comparution au tribunal me semblait insurmontable. Pas maintenant, ai-je réussi à dire à travers ma lèvre enflée. J'ai juste besoin de passer les funérailles. Monsieur Petan a hoché la tête avec compréhension. J'ai documenté ce que j'ai vu et pris des photos de vos blessures pour vos dossiers. Si vous changez d'avis plus tard, vous aurez des preuves. Sa gentillesse, venant encore d'un étranger, a failli me briser à nouveau. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Petite, calme, fréquentée principalement par les amis d'école de Mia et leurs parents. Des gens que je connaissais à peine ont montré plus de compassion que ma propre famille. Mes parents ne sont pas venus. Brooke n'est pas venu. Tyler a envoyé des fleurs sans carte, comme si des roses pouvaient compenser une agression physique. Une semaine s'est écoulée dans un flou de plats préparés par les voisins et de cartes de parents éloignés qui n'avaient jamais rencontré Mia. Ruby et Caleb sont retournés à l'école parce que le conseiller disait que la routine aiderait. J'ai essayé de travailler depuis la maison, mais chaque tâche semblait impossible. Mon ordinateur portable restait ouvert avec des dizaines de mails non lus de mon patron demandant ma date de retour. Puis, on a frappé à la porte. C'était en fin d'après-midi, ce genre de journée grise de décembre où l'obscurité arrive trop tôt. Ruby et Caleb faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, leurs crayons grattant contre le papier. Les coups étaient doux, presque hésitants. Je me suis approchée de la porte avec prudence, regardant par le judas. Ma mère se tenait dans le couloir, tenant un plat couvert. Mon père était à côté d'elle, et derrière eux, l'air mal à l'aise, se trouvait Brooke. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écartée. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Nous sommes venus prendre de tes nouvelles, » a dit ma mère, sa voix douce d'une manière qui a immédiatement mis mes gardes en alerte. « Voir comment tu t'en sors. » « Maintenant vous vous en souciez ? Vous ne pouviez pas être dérangé quand Mia était vivante et que j'avais besoin d'aide. Mais maintenant qu'elle est morte, vous débarquez avec un gratin ? Mon père a changé de pied d'appui. Ce n'est pas juste, Nathalie. Nous sommes toujours tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents au moment où vous avez refusé d'aider votre petite fille mourante. Vous avez ri de moi quand j'étais désespérée. Brooke a pris la parole, sa voix plus petite que d'habitude. On ne pensait pas que c'était si grave. Tu as toujours été un peu dramatique, alors quand tu as appelé en pleurant. Mon enfant mourait d'un cancer. En quoi est-ce dramatique ? Le couloir est devenu silencieux. Quelque part dans l'immeuble, un chien a aboyé. Une porte s'est fermée. La vie normale continuait pour tout le monde sauf nous. Nous voulons faire amende honorable, a réessayé ma mère. Nous avons rapporté le dîner et pensé que nous pourrions passer un peu de temps avec Ruby et Caleb. Nous ne les avons pas vus depuis des mois. Et de qui est-ce la faute ? La colère montait maintenant, brûlante et tranchante. Vous aviez toutes les occasions d'être impliqués. Vous avez choisi de ne pas l'être. Vous m'avez traité de raté. Vous m'avez dit de gérer mes problèmes seul. Alors c'est exactement ce que je fais. Chérie, le chagrin fait dire aux gens des choses qu'ils ne pensent pas. Sortez.
Ma voix est sortie stable, étonnamment calme. Prenez votre gratin et votre culpabilité et partez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Nathalie, sois raisonnable, a commencé mon père. J'ai dit, sortez. Vous n'avez pas le droit de vous montrer maintenant et de jouer les grands-parents inquiets. Vous nous avez abandonnés quand nous avions le plus besoin de vous. C'est ce que vous êtes, et je le vois enfin clairement. Le masque de ma mère a glissé, montrant l'irritation en dessous. Nous essayons d'aider maintenant. Tu es infantile. Je suis une mère. Quelque chose que tu as apparemment oublié comment faire quelque part en chemin. J'ai commencé à fermer la porte. Ne revenez pas. N'appelez pas. C'est fini. Tu regretteras ça, a dit mon père. Sa voix prenant ce ton autoritaire qui me faisait obéir enfant. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu tant d'années à essayer de gagner l'amour de gens qui n'ont jamais été capables de le donner. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Par le Judas, je les ai regardés rester là un moment, se disputant entre eux. Finalement, ils sont partis et j'ai entendu l'ascenseur tinter lors de leur départ. Ruby est apparue à côté de moi. C'était mamie et papy? Oui. Pourquoi tu ne les as pas laissés entrer? Je me suis agenouillée à sa hauteur, brossant ses cheveux loin de son visage. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, et tu dois les croire. Ils n'ont pas été gentils avec nous quand Mia était malade. Je ne peux pas les laisser revenir juste parce qu'ils se sentent coupables maintenant. D'accord, a-t-elle réfléchi. Je peux avoir un goûter? La résilience des enfants ne cessait de m'étonner. Bien sûr, ma chérie. La vie avançait parce qu'elle n'avait pas le choix. Je suis retournée travailler à temps partiel, reconnaissante d'avoir des patrons compréhensifs. Ruby et Caleb suivaient une thérapie de deuil une fois par semaine, apprenant à traiter des émotions qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement. Je suis allée voir ma propre thérapeute, essayant de démêler les chevaux complexes de la perte, de l'abandon et de la trahison. Tyler a tenté de me contacter plusieurs fois par le biais de son avocat, apparemment inquiet que je puisse porter plainte pour l'agression. Je n'ai pas répondu. S'engager avec lui demandait une énergie que je n'avais plus à revendre. Mon avocat a envoyé une lettre officielle déclarant que je ne voulais aucun contact en dehors des arrangements de pension alimentaire légalement obligatoires pour les jumeaux. Cela a semblé le satisfaire. 2 mois après la mort de Mia, ma tante Rebecca a appelé. C'était la sœur de mon père, quelqu'un que je n'avais vu qu'aux grandes fêtes en grandissant. Sa voix était chaleureuse et pleine d'excuses. Nathalie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée pour Mia, et je suis désolée qu'il m'ait fallu autant de temps pour te contacter. Ton père a dit à la famille que tu gérais les choses en privé, mais j'ai croisé quelqu'un à l'église qui connaissait toute l'histoire. Quelle histoire? Que tu as perdu ta fille et que tes parents ont refusé de t'aider à s'occuper des autres enfants? Que ton ex-mari t'a agressé aux funérailles? Que tu as affronté tout cela seul? Entendre quelqu'un d'autre résumer le cauchemar le rendait plus réel d'une certaine manière. C'est assez exact. Je veux aider maintenant, si tu me le permets. Je sais que j'aurais dû être là depuis le début, mais je suis là maintenant si tu as besoin de quoi que ce soit. Contrairement à l'offre tardive de mes parents, les mots de Rebecca semblaient sincères. Merci. J'apprécie cela. Elle a commencé à venir dîner une fois par semaine, apportant des courses et ne demandant rien en retour. Elle jouait à des jeux de société avec Ruby et Caleb, écoutait leurs histoires sur l'école, leur donnait l'attention quasi grand-parentale dont ils avaient été privés. Sa présence aidait à combler une partie du vide dans notre petite famille. Grâce à Rebecca, j'ai appris que mes parents avaient dit à leurs amis que j'étais mentalement instable et que j'avais coupé les ponts sans raison. Ils se peignaient en victime d'une fille cruelle et ingrate. Le récit qu'ils avaient créé les absolvait de toute responsabilité ou culpabilité. Je n'ai pas pris la peine de corriger l'histoire. Quiconque croyait leur version sans demander la mienne ne valait pas mon énergie. Les vrais amis s'étaient révélés pendant la crise. Tout le reste n'était que bruit de fond. Le printemps est arrivé avec son mépris habituel pour la souffrance humaine. Les fleurs ont éclos. Les oiseaux sont revenus. Le monde continuait de tourner. Ruby et Caleb grandissaient,
leur chagrin se transformant en quelque chose qu'ils portaient plutôt qu'en quelque chose qui les consumait. Ils avaient encore de mauvais jours, des moments où ils voyaient quelque chose qui leur rappelait leur sœur et les larmes venaient. Mais ils riaient aussi à nouveau, jouaient avec des amis, trouvaient de la joie dans de petites choses. J'ai commencé le processus d'emballage de la chambre de Mia, une tâche que j'avais évitée pendant des mois. Chaque objet contenait des souvenirs qui menaçaient de me noyer. Son pull préféré sentait encore légèrement son shampoing. Son journal contenait des croquis et des poèmes que je n'avais jamais vus. J'ai tout gardé, mettant tout soigneusement en boîte pour un jour futur où les regarder ne me briserait pas. Dans l'un de ces tiroirs, j'ai trouvé une lettre. Elle m'était adressée avec l'écriture soignée de Mia, datée de 2 jours avant qu'elle ne sombre dans l'inconscience. Maman, commençait-elle, si tu lis ceci, je suis probablement partie. S'il te plaît. Ne sois pas triste pour toujours. Je sais que tu m'aimes et je t'aime tellement. Merci d'être resté avec moi tous les jours à l'hôpital. Je t'entendais me parler même quand je ne pouvais pas répondre. Tu es la meilleure maman du monde. S'il te plaît. Prends soin de Ruby et Caleb. Ils ont besoin de toi. Et s'il te plaît, sois heureuse à nouveau un jour. Tu mérites de bonnes choses. Amour toujours, Mia. Je me suis assise sur son lit, serrant la lettre, pleurant plus fort que je ne l'avais fait depuis les funérailles. Mais mêlé au chagrin, il y avait autre chose. De la gratitude. De la fierté. Ma fille avait affronté la mort avec plus de grâce et de sagesse que la plupart des adultes n'en ont jamais eu. Elle avait pensé à moi, à ses frères et sœurs, même dans ces derniers jours. Cette lettre m'a donné quelque chose qui me manquait. La permission d'avancer. La permission de trouver éventuellement le bonheur à nouveau sans culpabilité. La permission d'honorer sa mémoire en vivant pleinement plutôt qu'en existant dans un deuil perpétuel. 8 mois après la mort de Mia, j'ai rencontré Tyler de manière inattendue au concert de fin d'année de l'école des jumeaux. Il se tenait au fond de l'auditorium, vêtu d'un costume comme s'il sortait tout juste du travail. Je ne l'avais pas vu depuis l'incident du funérarium, et ma mâchoire me faisait encore mal parfois quand le temps changeait, un rappel fantôme de sa violence. Il s'est approché de moi après la fin du spectacle, alors que les parents s'affairaient à récupérer leurs enfants. Ruby et Caleb étaient en coulisses avec leur classe, nous donnant un moment seul non désiré. Nathalie, on peut parler ? Je n'ai rien à te dire. J'ai commencé à marcher vers l'entrée de la scène, mais il m'a suivi. Je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était impardonnable, et je vois un thérapeute pour mes problèmes de colère. Je me suis arrêtée et me suis tournée pour lui faire face. Tu m'as frappé aux funérailles de notre fille parce que tu avais besoin de blâmer quelqu'un pour sa mort. Des excuses n'effacent pas ça. Je sais. J'avais tort à propos de l'histoire de génétique aussi. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre. Je projetais ma propre culpabilité sur toi. J'aurais dû être plus présent pendant son traitement. L'aveu m'a prise au dépourvu. Tyler n'avait jamais été du genre à l'introspection ou à accepter la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je veux être plus impliqué avec Ruby et Caleb. Ils ont perdu leur sœur et j'ai été pratiquement absent de leur vie. Ils ont besoin de leur père. Une partie de moi voulait dire non par pure rancune. Il nous avait abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Mais Ruby et Caleb avaient effectivement besoin de leur père, et ma propre douleur ne devait pas les priver de cette relation. Tu peux avoir des visites supervisées pour l'instant. On verra comment ça se passe. Il a hoché la tête, le soulagement évident sur son visage. Merci. Et Nathalie, je suis vraiment désolée pour tout. Je suis partie sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance, offertes seulement après que les dégâts sont devenus irréversibles. Tyler pouvait reconstruire sa relation avec les jumeaux, mais ce que nous avions autrefois était détruit de façon permanente. Les visites supervisées ont commencé la semaine suivante. Rebecca a accepté d'être présente, fournissant un tampon entre Tyler et moi. Il a pris l'arrangement au sérieux, arrivant à l'heure et s'engageant sincèrement avec Ruby et Caleb. Ils étaient hésitants au début, se souvenant de son absence pendant la pire période de leur vie.
Mais les enfants sont remarquablement indulgents lorsqu'on leur donne une attention constante. Lors d'une de ces visites, Tyler a soulevé quelque chose d'inattendu. Mes parents veulent rencontrer Ruby et Caleb. Ils ont entendu parler de Mia et se sentent terriblement mal de n'avoir jamais appris à connaître aucun des enfants. Où étaient-ils quand nous avions besoin d'aide? Quand j'appelais tout le monde désespérément pour essayer de trouver quelqu'un pour garder les jumeaux. Ils ne savaient pas. Je ne leur ai jamais dit à quel point les choses allaient mal. J'avais trop honte d'admettre que je n'aidais pas ma propre fille mourante. Ils vivent dans un autre état et on se parlait à peine. Je les ai gardés complètement dans le noir à propos de tout. Un autre aveu qui aurait dû venir des années plus tôt. Je ne sais pas si je suis prête pour plus de gens qui ne se montrent qu'après que la tragédie a frappé. Je comprends. Pense-y juste. Ils ne sont pas comme tes parents. Ils veulent vraiment être impliqués. J'ai promis d'y réfléchir. Bien que l'idée d'élargir notre petit cercle semblait risquée. Chaque nouvelle personne était une source potentielle de déception, une autre relation qui pourrait se fracturer quand la vie deviendrait difficile. Le travail est devenu mon refuge, un endroit où je pouvais me concentrer sur des feuilles de calcul et des délais de projet au lieu d'émotions écrasantes. Ma patronne, Janet, avait été compréhensive quant à mon besoin d'horaire flexible. Mais après 6 mois, elle m'a appelé dans son bureau pour une conversation que je redoutais. Nathalie, tu as traversé quelque chose d'inimaginable et nous avons essayé d'accommoder ta situation, mais nous devons discuter de ton avenir au sein de l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Vous me licenciez? Non, rien de tel. En fait, je t'offre une promotion. Un poste de chef de projet senior. Plus d'argent, de meilleurs avantages, mais cela nécessiterait une présence au bureau plus constante. L'offre m'a stupéfaite. J'avais supposé que ma performance avait trop souffert, que mes absences fréquentes et mon état émotionnel avaient fait de moi un boulet. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Tu es bonne dans ton travail et tu mérites une reconnaissance pour cela. Le poste ne commence que le mois prochain, ce qui te laisse le temps d'organiser une meilleure garde d'enfants si nécessaire. Une meilleure garde d'enfants. La phrase m'a rappelé le refus de mes parents, cette période désespérée où personne ne voulait aider. Mais les circonstances avaient changé. Tyler prenait ses responsabilités. Rebecca était disponible. Et je m'étais liée avec d'autres parents de l'école des jumeaux qui avaient formé un petit réseau de soutien. Oui, merci, Janet. Je ne vous décevrai pas. Tu ne l'as jamais fait. Maintenant retourne au travail avant que je change d'avis et donne le poste à quelqu'un de moins qualifié. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La validation professionnelle signifiait quelque chose après tant de dévastation personnelle. J'étais encore une personne compétente, toujours capable d'accomplir des choses au-delà de la simple survie. Ce soir-là, j'ai emmené Ruby et Caleb dîner pour célébrer. Nous sommes allés à leur endroit préféré pour les hamburgers, le genre avec des portions surdimensionnées et des serveurs qui dessinent des bonhommes souriants sur les sets de table en papier. Ils étaient ravis par cette surprise inattendue, bavardant sur leur journée d'école tandis que le ketchup s'accumulait au coin de leur bouche. Les jumeaux venaient d'avoir 8 ans le mois précédent, grandissant et devenant plus indépendants chaque jour qui passait. Devinez quoi? Ai-je dit une fois que nous avons fini de manger? Maman a eu une promotion au travail. C'est quoi une promotion? A demandé Caleb, traînant une frite dans une flaque de sauce ranch. Ça veut dire que ma patronne pense que je fais du bon travail et que je gagnerai plus d'argent. Peut-être qu'on pourra prendre de petites vacances cet été. Ça vous plairait? Les yeux de Ruby se sont élargis. On peut aller à la plage? Mia a toujours voulu voir l'océan. La mention de leur sœur ne piquait plus aussi vivement qu'autrefois. Nous étions devenus meilleurs pour l'inclure dans les conversations, naturellement, reconnaissant son absence sans la laisser éclipser chaque instant. La plage, ça semble parfait. On va prévoir quelque chose de spécial. Planifier les vacances est devenu un projet qui occupait nos soirées. Nous avons recherché des villes côtières à distance de conduite, regardant des photos de plages et de promenades. Ruby voulait un endroit avec un mini-golf. Caleb insistait pour un endroit qui permettait la construction de châteaux de sable.
Je voulais juste un endroit où nous pourrions respirer sans que le poids des souvenirs ne pèse constamment sur nous. Nous avons opté pour une petite ville balnéaire à 3 heures de route, réservant une modeste maison de location pour une semaine en juillet. L'anticipation nous donnait quelque chose de positif sur quoi nous concentrer, une destination au-delà du chagrin. Pendant ce temps, mes parents ont fait une autre tentative de contact. Cette fois, ils ont envoyé une lettre plutôt que de se présenter à l'improviste. L'écriture de ma mère couvrait 2 pages de papier à lettres crème, ces mots soigneusement choisis pour exprimer la contrition sans admettre réellement de faute. Elle écrivait sur les malentendus et la mauvaise communication, sur la façon dont le chagrin fait agir les gens de manière qu'ils regrettent plus tard. Elle mentionnait que perdre une petite fille les avait profondément affectés, bien qu'ils n'aient pas su comment l'exprimer correctement. Elle suggérait une thérapie familiale pour résoudre nos problèmes. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant une véritable responsabilité. Elle n'y était pas. Le langage restait vague. La responsabilité diffuse. Elle était désolée que je me sente blessée, pas désolée pour les actions spécifiques qui avaient causé cette blessure. Il y avait une différence significative. J'ai montré la lettre à ma thérapeute lors de notre séance suivante. Le docteur Patricia Martinez m'aidait à traiter les couches compliquées de perte et de trahison depuis des mois. Elle l'a lu attentivement, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Comment cela vous fait-il sentir? En colère. Elle réécrit l'histoire, faisant comme si nous avions juste eu un problème de communication au lieu qu'il refuse activement d'aider quand Mia mourait. Pensez-vous qu'une thérapie familiale serait bénéfique? Je pense que ça leur donnerait une plateforme pour justifier leur comportement et faire de moi celle qui est déraisonnable. Ma mère est très douée pour jouer la victime quand les gens regardent. Le docteur Martinez a hoché la tête. Vous n'avez aucune obligation de vous réconcilier avec des gens qui vous ont fait du mal, même s'ils sont de la famille. Le pardon n'est pas obligatoire, et maintenir des relations qui nuisent constamment à votre bien-être non plus. Cette validation a aidé. La société poussait l'idée que la famille était tout, que les liens du sang exigeaient un pardon illimité. Mais ma vraie famille, c'était Ruby, Caleb, et le petit réseau de personnes qui s'étaient réellement montrées quand la vie était devenue dure. Tout le reste était optionnel. Je n'ai pas répondu à la lettre de ma mère. Le silence semblait plus honnête que de rédiger une réponse qui mènerait inévitablement à plus de manipulation et d'arguments circulaires. Qu'ils interprètent mon absence de réponse comme ils le voulaient. 2 semaines après avoir ignoré la lettre de ma mère, Brooke a appelé. Pas un texto, pas un email, mais un véritable appel téléphonique qui est arrivé alors que je préparais le dîner pour les jumeaux. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux, Brooke? Maman m'a demandé d'appeler. Elle est contrariée que tu n'aies pas répondu à sa lettre. Je suis consciente qu'elle est contrariée. Ça ne m'oblige pas à répondre. Tu es ridicule. Elle s'est excusée et tu agis comme si elle avait commis un crime impardonnable. L'audace de cette déclaration m'a fait faire une pause au milieu du mélange de la sauce pour les pâtes. Elle a refusé d'aider quand ma fille mourait. Tu as ri de moi quand j'ai supplié pour du soutien. Ce ne sont pas des infractions mineures. On fait tous des erreurs, Nathalie. Garder rancune pour toujours fait de toi la méchante ici. Je ne garde pas rancune. Je me protège, moi et mes enfants, de gens qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance quand la vie devient difficile. Brooke a soupiré dramatiquement. Tu sais, maman et papa ne rajeunissent pas. Et si quelque chose leur arrivait et que tu regrettais de ne pas avoir fait la paix? Alors je gérerai ce regret. Mais je n'exposerai pas Ruby et Caleb à des gens qui pourraient les abandonner émotionnellement dès que les choses redeviennent difficiles. Ils ont assez traversé. Tes enfants ont besoin de leurs grands-parents. Tu les prives de famille. Ils ont Rebecca. Ils ont les parents de Tyler maintenant. Ils ont des gens qui sont réellement présents de manière constante. C'est plus précieux que des liens biologiques qui viennent avec des conditions et des critiques. Tu as toujours été moralisatrice, a claqué Brooke. Agissant comme si tu valais mieux que tout le monde. Je ne vaux mieux que personne. J'ai juste fini d'accepter d'être maltraitée à cause d'un ADN partagé. Au revoir, Brooke. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre.
Mes mains tremblaient, l'adrénaline me parcourant suite à la confrontation. Ruby est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, l'expression inquiète. C'était qui, maman? Ta tante. Elle voulait parler de mamie et papy. Est-ce qu'on va les revoir? Je me suis agenouillée à son niveau, prenant ses petites mains dans les miennes. Je ne pense pas, ma chérie. Parfois, les gens ne sont pas bons pour nous, même quand ils sont de la famille. Et c'est correct de garder ses distances avec des gens qui nous font nous sentir mal. Ruby a considéré cela avec le sérieux que seule une enfant de 8 ans pouvait mobiliser. Comme quand j'ai arrêté d'être amie avec Emma quand elle continuait d'être méchante à propos de mes déjeuners. Exactement comme ça. Tu mérites des amis qui sont gentils avec toi, et nous méritons une famille qui nous traite bien. D'accord. Je peux avoir un goûter avant le dîner? La conversation s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé, son esprit d'enfant passant à des préoccupations plus immédiates. J'enviais cette capacité à traiter et à relâcher, à ne pas porter chaque blessure émotionnelle indéfiniment. La sauce pour les pâtes avait besoin de mon attention, empêchant toute rumination supplémentaire. Caleb est arrivé en courant avec un dessin qu'il avait fait à l'école, une image colorée de notre famille qui incluait Mia comme un ange dans le coin. Son enseignante l'avait aidé pendant le temps d'art, une façon douce de reconnaître sa sœur sans faire de son absence le centre de tout. C'est magnifique, mon grand. On peut le mettre sur le frigo? Il a hoché la tête avec enthousiasme, cherchant déjà un aimant. Ces petits moments de normalité semblaient précieux, preuve que nous construisions une vie au-delà de la tragédie. Nous n'oublierions jamais Mia, mais nous apprenions à exister sans sa présence physique. Le travail continuait de fournir structure et but. La promotion s'accompagnait de responsabilités supplémentaires qui gardaient mon esprit occupé pendant les heures de bureau. Mon équipe me respectait et plusieurs collègues étaient devenus de véritables amis. Janet prenait occasionnellement des nouvelles sur la façon dont je gérais l'équilibre entre des tâches professionnelles exigeantes et la monoparentalité. Tu t'en sors remarquablement bien, m'a-t-elle dit lors d'un de nos entretiens mensuels. Je veux que tu saches que la flexibilité est toujours disponible si tu en as besoin. La famille passe en premier. Merci. Ça signifie plus que vous ne le réalisez. Avoir une patronne qui comprend a fait toute la différence. J'ai perdu mon père quand mes enfants étaient jeunes. Des circonstances différentes, mais je me souviens à quel point c'était dur de jongler avec le deuil et les responsabilités. Quelqu'un m'a montré de la grâce à cette époque, et je ne fais que passer le relais. Ces connexions comptaient. Les gens qui intervenaient sans qu'on leur demande, qui offraient du soutien sans attendre de retour, qui comprenaient que la guérison n'était pas linéaire. Ils formaient un véritable réseau de soutien qui nous a portés à travers les périodes les plus sombres. La relation de Tyler avec les jumeaux continuait de s'améliorer. Il avait terminé sa thérapie de gestion de la colère et essayait sincèrement d'être un meilleur père. Sa constance m'impressionnait, bien que je restasse prudemment optimiste. La confiance, une fois brisée, demandait du temps et des actions positives répétées pour se reconstruire. Ses parents, Linda et Robert, sont devenus des éléments réguliers de nos vies. Il assistait aux matchs de football de Ruby et à la pièce de théâtre de l'école de Caleb. Ils envoyaient des cartes pour les fêtes mineures et appelaient juste pour discuter avec les enfants. Leur implication comblait un trou en forme de grands-parents que mes propres parents avaient creusé par leur rejet. Lors d'une visite, Linda m'a prise à part pendant que Robert était dehors à lancer un ballon de football avec Caleb. « Je veux que tu saches quelque chose », a-t-elle commencé, la voix douce. Ce que notre fils t'a fait était inexcusable. Robert et moi en avons discuté longuement, et nous voulons que tu comprennes que nous ne cautionnons pas son comportement passé. Nous avons clairement fait savoir à Tyler que s'il te menace ou te fait du mal à nouveau, il perdra entièrement notre soutien. La fermeté dans son ton m'a surprise. Merci de dire ça. Tu as été incroyablement gracieuse de nous permettre d'entrer dans la vie de tes petits-enfants malgré tout. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Et si tu as jamais besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, s'il te plaît appelle-nous. Nous sommes là pour toi, pas juste pour les jumeaux. Les larmes m'ont piqué les yeux de manière inattendue. L'acceptation de la part des parents de Tyler ressemblait à un baume sur de vieilles blessures. J'apprécie cela plus que vous ne le savez.
Elle m'a serré dans ses bras alors, une étreinte chaleureuse qui ne contenait aucune de l'affection conditionnelle que ma propre mère avait toujours offerte. Certaines personnes choisissaient d'être de la famille par leurs actions, indépendamment des liens du sang. Les parents de Tyler sont devenus les grands-parents que Ruby et Caleb méritaient, présents et engagés sans drame ni exigence. Ils se sont excusés de ne pas avoir su, de ne pas avoir été là, et ont demandé s'ils pouvaient faire partie de la vie de Ruby et Caleb à l'avenir. Contrairement à l'amour conditionnel de mes parents, l'intérêt de Linda et Robert semblait authentique. Ils se présentaient aux événements scolaires, envoyaient des cadeaux d'anniversaire attentionnés et ne rendaient jamais leur implication dépendante de ma gratitude ou de mon pardon. Ils voulaient simplement connaître leurs petits-enfants, sans condition. Les vacances à la plage sont arrivées avec un temps parfait et des attentes modestes. Nous avons passé des journées à construire des châteaux de sable, à ramasser des coquillages et à laisser les vagues de l'océan nous renverser à plusieurs reprises. Ruby a attrapé un coup de soleil malgré les applications fréquentes de crème solaire. Caleb a découvert qu'il adorait le bodyboard. J'ai lu 3 livres, les premières lectures récréatives que j'avais faites depuis avant le diagnostic de Mia. Un soir, nous étions assis sur la plage à regarder le coucher de soleil, nos pieds enfouis dans le sable rafraîchissant. Ruby s'est appuyée contre moi, ses cheveux sentant le sel et la crème solaire à la noix de coco. C'est sympa, maman. Je pense que Mia aurait aimé être ici. Je le pense aussi. Elle adorait l'eau, tu te souviens? À la piscine municipale, elle restait dedans jusqu'à ce que ses lèvres deviennent bleues. Je m'en souviens, a renchéri Caleb. Elle m'a appris à faire la planche sur le dos. Nous avons partagé des souvenirs alors que le soleil descendait plus bas, tournant le ciel à l'orange et au rose. Parler de Mia était devenu plus facile, moins comme rouvrir une blessure et plus comme honorer quelqu'un que nous avions aimé. Le chagrin restait, mais il s'était transformé en quelque chose que nous portions ensemble plutôt qu'en quelque chose qui nous isolait individuellement. Lors de notre dernière nuit à la plage, j'ai écrit une lettre à Mia dans mon journal, une chose que ma thérapeute avait suggérée comme outil de traitement. Je lui ai parlé de la promotion, de la croissance de ses frères et sœurs, des vacances qu'elle aurait aimées. Je l'ai remerciée pour la lettre qu'elle m'avait laissée, pour la permission de retrouver éventuellement le bonheur. Lui écrire semblait moins triste que je ne l'avais anticipé. Cela ressemblait à une connexion, comme si elle était encore accessible d'une manière ou d'une autre à travers des mots sur une page. Je ne pouvais pas entendre sa réponse, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait. Elle me dirait qu'elle était fière de la façon dont j'avais tout maintenu ensemble. Elle me dirait de continuer à vivre, de continuer à trouver de la joie partout où c'était possible. Le premier anniversaire de la mort de Mia approchait avec l'inévitabilité des changements de saison. J'ai prévu un petit mémorial au cimetière, juste les jumeaux, Rebecca et moi-même. Nous avons apporté des fleurs et lâché des ballons biodégradables avec des messages écrits dessus. Ruby a dit, tu me manques tous les jours. Caleb a dit, tu es la meilleure sœur. Le mien disait, merci de m'avoir appris le courage. Nous avons regardé les ballons dériver vers le haut jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuages. La finalité du geste semblait appropriée. Nous relâchions notre douleur vers le ciel, non pas en oubliant, mais en apprenant à porter la perte différemment. En rentrant, Caleb a demandé si nous pouvions prendre une glace. Une demande si normale, si enfantine. Après un moment aussi lourd, j'ai dit oui et nous nous sommes arrêtés à la boutique près de notre appartement. Les jumeaux ont pris des cônes au chocolat et ont fait des dégâts sur la banquette arrière. J'ai pris menthe chocolat et je ne me suis pas soucié des taches. La vie n'était pas ce que j'avais prévu. Ma famille était plus petite, mon cœur était cicatrisé, et j'avais appris des vérités terribles sur des gens en qui j'avais eu confiance autrefois. Mais j'avais aussi découvert ma propre force. J'avais survécu à ce qui semblait insurmontable. J'avais protégé mes enfants quand personne d'autre ne le voulait. J'avais choisi la vie quand la mort semblait plus facile. Ce soir-là, après avoir mis les jumeaux au lit, j'ai enfin ouvert complètement la porte de la chambre de Mia. Je l'avais gardée fermée, la préservant comme un musée. Mais ce n'était sain pour aucun d'entre nous. Je me suis assise à son bureau, passant mes doigts sur ses fournitures d'art, et j'ai commencé à peindre.
Je n'étais pas douée pour ça, mais Mia avait aimé créer des pièces abstraites colorées, et je voulais essayer. La peinture s'est avérée désordonnée et imparfaite, tout comme la vie elle-même. Mais il y avait de la beauté dans le chaos si on savait comment la chercher. Je l'ai accrochée dans le salon, un rappel que le chagrin et la joie pouvaient coexister. Que la perte ne signifiait pas la fin de tout. Ruby est sortie de sa chambre, incapable de dormir. C'est joli, maman. Tu trouves? J'essayais de faire quelque chose que Mia aurait aimé. Elle l'aurait adoré. Ruby m'a serré fort. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Caleb est apparu ensuite, attiré par le son des voix. Il a grimpé sur mes genoux, le pouce dans la bouche, une habitude qu'il avait reprise après la mort de Mia. Je ne l'ai pas corrigé. Certains réconforts étaient nécessaires. Nous étions assis ensemble sur le canapé, tous les trois, regardant ma peinture imparfaite. Dehors, la ville bourdonnait avec le trafic du soir. Quelque part, des gens vaquaient à leur vie normale, inconscients de notre petit moment de paix. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'avocat de Tyler, demandant à nouveau les arrangements de garde pour l'été. Je gérerai ça demain. Pour l'instant, j'avais mes enfants, notre petit appartement, et la connaissance durement acquise que je pouvais survivre à tout temps que je les avais. Le voyage depuis ce moment désespéré dans le couloir de l'hôpital jusqu'à cette soirée calme avait été brutal. J'avais perdu ma fille, ma famille, et des parties de moi-même que je ne récupérerai jamais. Mais j'avais gagné quelque chose aussi. De la clarté sur ce qui comptait. Une force que je ne savais pas posséder. La certitude absolue que Ruby et Caleb auraient toujours une mère qui se battrait pour eux, quoi qu'il arrive. Mes parents ne se sont jamais excusés. Tyler a continué son modèle d'implication minimale. Brooke a envoyé une carte de Noël que j'ai jetée sans l'ouvrir. Certaines relations ne pouvaient pas être sauvées, et j'avais fait la paix avec ça. Ce avec quoi je n'avais pas fait la paix, c'était de laisser leur cruauté définir mon histoire. Ils n'étaient plus que des notes de bas de page, pas des personnages principaux. Ma vie consistait à avancer avec intention, à élever mes enfants avec amour et à honorer la mémoire de Mia en refusant de laisser la tragédie me rendre amère. Les jumeaux se sont endormis sur le canapé, leur petit corps chaud contre le mien. Je suis restée là longtemps après que mes jambes se soient engourdies, ne voulant pas les déranger. Ces moments étaient précieux. Ces moments étaient tout. Finalement, je les ai portés dans leur lit un par un, les bordant soigneusement. Ruby a marmonné quelque chose à propos du petit déjeuner de demain. Caleb a serré son dinosaure en peluche plus fort. Tous deux étaient en sécurité, aimés et en guérison. Je suis retournée dans le salon et j'ai regardé ma peinture à nouveau. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Tout comme notre vie maintenant, tout comme l'avenir que nous construisions ensemble, un jour difficile à la fois. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Une autre journée s'était terminée. Une autre journée avait été survécue. Et demain, nous nous réveillerions et recommencerions tout. Portant notre chagrin, portant notre amour, nous portant les uns les autres vers ce qui viendrait ensuite. C'était assez. Il fallait que ce soit assez. Et d'une certaine manière, miraculeusement, ça l'était.